démarrer. Donc pour commencer, qui parmi vous a déjà vu la dernière démo publique qu'on a fait sur YouTube? Ok, c'est bien, il y en a quelques-uns qui ne les ont pas encore vus. Si vous ne connaissez pas ça, on a un channel PrestaShop Dev sur YouTube dans lequel, une fois par mois, on fait des démos publiques dans lesquelles on parle de l'avancement du projet. C'est en anglais par contre. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation qui reprend globalement les éléments que j'ai présentés en anglais sur la démo, mais j'ai révisé quelques-uns. Du coup, ça vaut la peine de l'avoir de nouveau si vous l'avez déjà vu. Donc moi, pour ceux qui n'étaient pas ce matin plus tôt, moi je suis le VP Core Engineering chez PrestaShop. Donc du coup, mon rôle, c'est d'encadrer les équipes techniques qui travaillent pour compte de l'entreprise PrestaShop dans les projets open source PrestaShop. Et je fais ça depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Donc je vais parler aujourd'hui du futur de PrestaShop après l'A1.7. Donc l'A1.7, c'est une version majeure qui était publiée initialement il y a bientôt 5 ans, novembre 2016. Et il y a eu déjà 8 versions mineures depuis l'A1.7.0, déjà, en 5 ans. L'espace des 5 ans, 8 versions mineures. Dont la 1.7.8 qui vient de sortir il y a un peu plus d'une semaine. Ça introduit la 1.7 plein de nouvelles technos qui n'existaient pas avant dans l'univers PrestaShop, comme les nouveaux thèmes classiques, les concepts de thèmes enfants, Symfony et Twig sur certaines parties, l'UIKit Vue.js aussi dans le back-office, des concepts de CQRS et des DDD aussi, et plein d'autres nouvelles technos qu'on a introduits dans la 1.7. Mais c'est surtout, l'A1.7 a été surtout le point de départ de la transformation technique de PrestaShop. Pour évoluer d'un logiciel qui est ancien de 10 ans ou plus, vers une architecture un peu plus moderne. L'article qui explique cet horizon, cet objectif de PrestaShop, on l'a déjà publié il y a presque 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'on a déjà communiqué à toute la communauté quel est notre objectif, où on va, où on se dirige et quel est notre futur souhaitable. Mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir parce qu'on l'a publié il y a 2 ans, mais cette idée-là, on l'avait déjà il y a presque 4 ans aussi. Donc on savait où on allait, mais ça demande un travail assez immense. Donc en fait, on pourrait continuer de faire des versions mineures de l'A1.7 pour encore 5 ans de plus si on voulait. Mais en vrai, est-ce que c'est les bons choix de continuer à faire des l'A1.7 ? Alors pour répondre à ça, on a 3 défis majeurs qu'on a évalués. Le premier, c'est qu'en fait, garder la rétrocompatibilité pendant 5 ans ou plus, c'est extrêmement difficile. Donc comme on a déjà avancé un petit peu, Thomas, aujourd'hui, l'écosystème PHP prend de la vitesse. C'est-à-dire qu'il y en a des nouvelles versions de PHP chaque année, et tous les 2 ans, il y en a une qui finit sa période de support, on va dire. Donc ça évolue très, très vite. Il y a des bibliothèques qui deviennent obsolètes très vite aussi, parce qu'elles arrêtent les supports des versions PHP anciennes, ou parce qu'elles proposent des compatibilités des PHP qui est dans des versions majeures. Du coup, on est coincé. Donc soit on abandonne très vite la compatibilité des PHP des versions anciennes pour rester avec l'écosystème, soit on reste avec l'écosystème, mais on doit abandonner aussi la compatibilité des versions PHP plus anciennes, mais surtout accepter des break-in change, parce que si, par exemple, des librairies comme Doctrine qui sont utilisées directement, potentiellement dans les modules, forcément, ça peut provoquer que certains modules cessent de marcher comme avant, parce que Doctrine, par exemple, pour donner un exemple, c'est pas nécessairement Doctrine, mais Gazelle, c'est un bon exemple, dans des versions majeures, ils changent la façon de fonctionner, et du coup, forcément, ceux qui s'est basé sur l'ancienne ne vont plus marcher. Aussi, la fin de vie des Symfony 3.4 arrive à grande V, très vite d'ailleurs, c'est le mois prochain, c'est la fin de vie des Symfony 3.4 qui est la version sur laquelle PrestaShop 1.7.8 notamment est construite. Donc c'est-à-dire qu'à partir du mois prochain, il n'y a plus aucun nouveau
correctifs de sécurité est publié sur Symfony, s'il y en a. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça pourrait arriver. Donc, en fait, on doit choisir, on se trouve dans la situation dans laquelle on doit choisir de suivre l'écosystème et accepter des breaking changes qui vont impacter notre communauté, ou essayer de garder un maximum la compatibilité avec l'existant, mais en devenant obsolète. On doit faire un choix ici. Le deuxième défi, c'est que la communauté de PrestaShop a besoin de visibilité. Par exemple, les gens se demandent quand est-ce qu'on va sortir, ils nous demandent aussi quand est-ce qu'il va sortir la prochaine version de PrestaShop. Mais ce qu'ils se demandent en vrai, c'est, si mon clic marche, voilà. Est-ce que j'attends la nouvelle version ou je commence mon projet maintenant? La deuxième question, c'est quel type de changements on va avoir dans la prochaine version? La vraie question, c'est est-ce que les modules que j'ai ou les modules que je développe vont continuer de marcher? Est-ce que la prochaine version va avoir des breaking change ou pas? La troisième question, c'est pour combien de temps je vais recevoir des patchs de sécurité? Et la vraie question derrière, c'est quand je monte une boutique, combien de temps cet investissement que j'ai fait va durer avant que je doive réinvestir pour me mettre à jour pour des questions de sécurité ou d'obsolescence. Donc, pour nous, c'est difficile de donner de la visibilité sur ces points-là si on ne sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir faire des breaking changes, des changements. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas. Si on s'est dit on continue sur l'A7, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de breaking change. On s'interdit de faire de breaking change parce que ce sont des versions mineures. Et on a plein de sujets sur lesquels on veut s'attaquer qui vont nous faire avancer vers l'architecture future, mais qu'on n'a pas le droit de faire dans une version mineure. Et du coup, on la repousse à chaque fois en disant on le fait après. Donc on a un deuxième choix là. Le troisième défi, c'est qu'on doit arriver à encourager la collaboration au sein de la communauté. Bon, c'est une question très large, mais concrètement, c'est les concepts d'appropriation du projet par la communauté. Alors, pour être bien clair là-dessus, PrestaShop est un projet open source communautaire et non pas un produit freemium. C'était une mauvaise communication par le passé qui a fait que la perception d'une bonne partie de la communauté par rapport au projet ne soit pas la bonne. Il y a des questions de gouvernance aussi, mais bon, ce qu'on constate, c'est qu'on a peu d'engagement de la communauté. La plupart, la vaste majorité, environ entre 75% et 80% des pull requests qui sont hébergés dans le projet sont créés par un tout petit nombre de contributeurs, notamment ceux qui travaillent pour l'entreprise PrestaShop. Et ça, c'est pas simple pour un projet open source. Ça, c'est peut-être la faute d'une gouvernance aussi qui n'est pas claire, en plus d'une communication qui n'a pas été bonne pendant longtemps. Et c'est important que les gens s'approprient du logiciel et qu'ils ne disent pas je soumets un bug et j'attends patiemment que ce soit corrigé. Et je m'énerve si ce n'est pas corrigé vite. En fait, c'est que pour un projet open source qui marche, utiliser un logiciel open source, c'est-à-dire je le reçois sans payer quelque part, mais pour s'assurer, pour pouvoir m'assurer moi-même que le logiciel va continuer de marcher, il faut que je m'investisse dedans. Parce que c'est un modèle qui est complètement différent d'un produit freemium qui est financé, je sais pas, par la pub ou même un produit payant, donc dans lequel la licence qu'on paye finance le développement. Ici, le financement vient par des sources complètement différentes et du coup, c'est beaucoup plus difficile à financer. Donc, un projet open source sans investissement de la communauté est un projet mort. Donc, on a besoin, tout l'écosystème a besoin de ça. Donc, j'insiste, le mieux on collabore, le plus vite on va pouvoir aller et plus loin. Donc, le plus loin et plus vite, plutôt. Donc, si on est seul, on va dire, à 80% sur le projet, forcément, la transformation technique va prendre très longtemps. Alors que si on est très nombreux à participer activement, et à participer activement, ça peut aller juste tester et vérifier que ça marche ou que ça ne marche pas et nous le signaler. Ça peut être nous donner des idées par rapport à comment résoudre les problèmes. Ça peut être contribuer de code et ça peut être aussi reviewer les contributions qui viennent de l'extérieur. Il n'est pas obligatoire d'être mainteneur pour faire de la review de code. Tous ces éléments-là aident les projets à avancer et les projets qui avancent, c'est mieux pour tout l'écosystème.
Donc 3 défis, 3 réponses par rapport à ça, en tout cas les réponses qu'on a trouvées. Donc pour le premier défi, notre projet c'est booster la transformation technique de PrestaShop. C'est aller plus vite. Alors, comment ? On va déjà continuer les travaux qu'on a commencé sur la 1.7, sur la migration de Symfony, sur DDS, QRS, tous ces éléments-là, qui vont permettre de poser des nouvelles bases saines et propres pour les logiciels, qui vont aussi attirer des nouveaux contributeurs qui s'intéressent plus à ces technologies-là, à faire en sorte aussi que les gens qui sont déjà dans l'écosystème restent dans l'écosystème parce qu'ils s'intéressent à l'évolution technique, et aussi parce que bon, c'est des bonnes bases pour les logiciels. C'est des bonnes pratiques. Ensuite, avoir une approche plus pragmatique et focalisée. Pragmatique dans le sens où on va faire des compromis sur certains éléments, on va aller moins vite sur certains éléments pour aller plus vite sur d'autres. Et puis, travailler sur des périmètres plus précis sur chaque version. Et en dernière, c'est accélérer, c'est itérer et surtout publier des versions majeures plus souvent qu'avant. Donc, c'est-à-dire dans des cycles de moins de 5 ans aujourd'hui. Et je vais y revenir. La deuxième réponse qui fait partie de notre projet, c'est donner davantage de visibilité à la communauté. Et ça vient par le respect du schéma de version et la sémantique Semver, qui, si vous ne connaissez pas, Semver, c'est une convention, on va dire, dans laquelle les numéros de version, majeur, mineur ou patch, communiquent si dans cette version, il y a des breaking change, c'est-à-dire des changements non rétrocompatibles. Donc il dit que dans une version patch, il y a des correctifs, mais que tout le reste du code continue de marcher de la même façon, mais il n'y a que pas des changements d'API. Une mineur, il y a des ajouts, mais tout l'ancien reste comme avant dans les modes de fonctionnement. Et dans une majeure, ça veut dire tout simplement qu'il y a certaines parties de l'API qui ont changé. Et du coup, cette partie-là, s'il y avait des logiciels qui en dépendaient, bah, ça ne va plus marcher comme avant. Ça veut dire juste, et ça ne veut pas dire qu'il y a une refonte, qui c'est un truc tout nouveau. Non, c'est tout simplement qu'il y a des breaking change. La deuxième, c'est d'adopter un rythme de publication de version prévisible. Donc, communiquer à l'avance quel est notre projet, à quel rythme on souhaite publier des versions. Pour que ce soit vrai, en plus, il faut qu'on fasse des versions avec des périmètres plus petits. Donc, la raison de ce que je disais tout à l'heure, donc pour que la communauté puisse anticiper, notamment pour le cas de version majeure, quand est-ce qu'ils vont devoir réinvestir dans leur développement, que ce soit pour un site ou pour un module ou un thème. Et en troisième, définir précisément la durée de support d'une version, c'est-à-dire une version qu'on sort aujourd'hui, pour combien de temps elle est susceptible de recevoir des patchs, et notamment des patchs de sécurité. Alors, sur ces points-là, je vais revenir aussi. Et le troisième point de notre réponse, c'est encourager l'engagement de la communauté. Ce qui est un peu évident, mais comment ? Bon, déjà, onboarder des maintaineurs issus de la communauté pour faire en sorte qu'ils s'engagent dans les projets plus profondément, mais surtout pour dire les projets PrestaShop, il n'est pas la propriété unique de l'entreprise PrestaShop. C'est une propriété qui est partagée entre tous les éléments de la communauté. Et surtout, on parle de la gouvernance. Donc, le process des prises de décision du projet, on souhaite avancer dans ce sens-là pour qu'il y ait plus d'ouverture, de façon à ce que les projets qui sont intéressants pour l'entreprise PrestaShop soient dedans, évidemment, mais disons, dans les projets, ou que les projets permettent de développer des projets, des produits pour l'entreprise, mais ces produits-là, ils ne sont pas dans les logiciels nécessairement, je vais revenir, mais surtout que pour des sujets qui, pour certains acteurs de la communauté, sont très importants, par exemple, je parle la legal compliance, les taxes dans un tel pays, qu'ils soient capables de collaborer avec les acteurs qui sont engagés dans les projets pour avancer ensemble et que ces éléments-là qui sont importants pour eux soient intégrés dans les logiciels. Et en troisième, renforcer la neutralité du projet. C'est-à-dire que, puisque c'est partagé, ça appartient à tout le monde, mais personne n'a les contrôles absolus, et donc faire en sorte que, par exemple, qu'il n'y ait pas des produits commerciaux
déjà inclus dans les projets ou référence à des projets commerciaux, à des produits commerciaux, pardon. Donc, l'idée, c'est de favoriser cette appropriation du logiciel. Le logiciel open source appartient à ceux qui l'utilisent. Et donc, il y a quelque part un devoir pour soi-même, finalement, juste pour s'assurer que les projets dont on dépend continuent à vivre. Donc, il y a un besoin et une sorte d'obligation morale, quelque part, de collaborer pour que ça continue à vivre. Donc, on va favoriser ça. Alors, et tout ça commence avec PrestaShop 8. PrestaShop 8, c'est quoi? C'est une version majeure dans l'essence de SEMVer. Donc, on reprend la sémantique de SEMVer. Major minor patch, c'est 8.0.0 et non pas 1.8.0.0. On sait que c'est les formats de version qu'on a utilisés pendant très longtemps. C'était 1.major.minor.patch, ça n'avait pas de sens. C'est utilisé nulle part ailleurs. Et tout le monde s'attendait à une version 2 complètement rénovée qui n'allait jamais venir. Donc, on a fait comme plein de projets. On a passé juste de la version 7 à la 8, tout simplement. C'est une évolution, n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution dans le sens où on continue le travail qui a été commencé dans l'A7, mais en suivant la sémantique SEMVer. C'est-à-dire, on va faire des break-in change, certains. On ne va pas tout changer, ce n'est pas l'idée. On va juste évoluer sur les travaux qu'on a commencé dans la 1.7. Ça va être compatible avec les thèmes 1.7 existants, donc aucun changement nécessaire dans les thèmes, a priori. Quelques modules pourront nécessiter une mise à jour, notamment à cause de la compatibilité PHP 8, et peut-être aussi parce qu'on va supprimer certains éléments qui avaient déjà été dépréciés dans la 1.7 et qui ont des systèmes de remplacement, quelque part. Donc il y avait un nouveau système qui existait déjà dans la 1.7.8 et qui était un ancien qui était déprécié dans la 1.7.8, il est susceptible de sauter. Pas tous, mais un bon nombre. Et c'est aussi le point de départ d'un nouveau cycle de publication des versions que je parlais en utilisant peut-être pas les bons termes, cycle de release. Ce n'est pas tout à fait les cycles de release, c'est un cycle de publication de versions. Je vais y revenir à la fin. Pour ce chapitre, les caractéristiques principales, c'est la mise à jour Symfony vers 4.4, la dernière LTS, qui nous donne du support jusqu'au novembre 2023. Compatibilité PHP 8 et visiblement 8.1 aussi. On ne s'engage pas là-dessus, mais c'est dans l'idée. Des librairies mises à jour, dont Gazelle. Donc, si vous dépendez de Gazelle, vous allez avoir des break-in change là-dedans. Et la page produit complètement rénovée, dont on va parler en début d'après-midi. C'est aussi, PrestaShop 8, la première version neutre vis-à-vis de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est la première version qui inclut des mainteneurs externes, qui ne sont pas des employés de PrestaShop et ça. C'est un logiciel libre de lien avec les services de PrestaShop et ça, c'est-à-dire toutes les API, il n'y a plus de liens vers PrestaShop.com. Toutes les API vont venir des nouveaux services qui vont être créés exprès pour le projet. Et ces API sont sous la gouvernance du projet et pas de l'entreprise, même si l'entreprise aujourd'hui garde la gouvernance du projet. Le but, c'est que ça s'élargisse. Et Antoine va nous parler de ça cet après-midi aussi. Sans produits et services commerciaux préinstallés. Donc tout ce qui est pushé à l'install, c'est parti, ça n'existe plus. Les modules de paiement ont des partenaires, tout ça, ça n'a plus sa place dans les projets. La marketplace n'a plus sa place dans les projets, puisque c'est un module. Je vais prendre des questions à la fin. Et il y aura aussi les liens pour télécharger les slides, si vous voulez, à la fin. Il y aura un QR code. Donc, plus de marketplace dans les projets. Et distribué uniquement sur GitHub et PrestaShop-projet.org. Donc, les projets deviennent à part entière indépendants de l'entreprise, même si aujourd'hui, il est gouverné par l'entreprise.
mais le but, c'est que ce ne soit plus le cas, que l'entreprise soit qu'un acteur parmi d'autres dans la communauté. Alors, les projets devenant neutres, ça n'empêche qu'il y ait des entreprises, dont PrestaShop, mais d'autres aussi, qui fassent des distributions, comme c'est le cas de Linux, par exemple, où il y a différentes distributions, toutes basées sur le même kernel qui est open source. Par exemple, je prends l'exemple de Red Hat. C'est un exemple qui est une distribution semi-commerciale basée sur Linux. Alors, l'entreprise PrestaShop est susceptible de faire sa propre distribution basée sur le projet open source et non pas le projet open source venant de la distribution comme c'est le cas chez Magento. Donc c'est un projet open source. Il y a des distributions dont potentiellement une des PrestaShop avec des produits commerciaux dedans. Mais ça c'est un sujet complètement à part et l'entreprise fait une annonce en temps venu. Donc le projet devient neutre. Alors, pour finir, je vais parler de ces nouveaux cycles d'application de version dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les nouvelles versions, ça c'est une proposition. J'attends aussi, j'aimerais beaucoup parler avec vous. On sera déjà dans la partie, dans la salle open source pour discuter avec vous après, ou aussi sur Slack, plus tard. Donc, pour les nouvelles versions, ce qu'on propose, c'est de faire une version majeure tous les 12 à 18 mois, environ, en fonction des aléas. Une version majeure, ça inclut des ajouts fonctionnels et des breaking change. Par exemple, refaire une page, c'est un breaking change. Donc, ça appartient à une version majeure. Donc, logique qu'une refonte de la page produit, ça rentre dans une version majeure. Puis, une version mineure qui va suivre environ 6 à 9 mois après la majeure. Une version mineure, c'est potentiellement des ajouts aussi, mais, ou des correctifs, mais tout ce qu'on inclut est rétrocompatible avec la majeure qui précède. Donc par exemple, rajouter une nouvelle page, c'est rétrocompatible, dans le sens où ça n'existait pas avant. Voilà. La durée du support, on s'engage sur des correctifs pendant 6 mois minimum. En général, on le fait déjà entre chaque mineur, entre chaque release, on publie des patchs au besoin tant que la prochaine mineure n'est pas sortie. Et on va continuer à faire pareil. Donc un délai de support minimum de 6 mois, entre 6 et 9 mois en fonction de quand est-ce que la version d'après sort, avec des patchs au besoin, en fonction du type de bug, des régressions notamment, qu'on aurait introduit dans la version précédente, ou des bugs de sécurité évidemment. Et puis, jusqu'à 12 mois supplémentaires des patchs de sécurité, best effort aussi, parce que ça dépend aussi de nos libs upstream, qu'on ne contrôle pas. Et ça, uniquement pour la dernière version mineure qui va suivre qui va précéder une version majeure. Et ça, je vais vous montrer, ça va être plus clair. Donc, ça ressemblerait plus ou moins à ça, et je mets l'accent sur plus ou moins parce que 6 mois, c'est environ. Donc, tous les 6 mois, il y a une release, environ. Et il y a une alternance entre version majeure et version mineure. Donc, l'1.7.8, c'est la dernière mineure de la version 7, ou de la majeure 7, si vous voulez, qui va être suivie de la version 8 en première moitié de l'année prochaine, qui va être suivie d'une version mineure 8.1, suivie d'une majeure, suivie d'une mineure, suivie d'une majeure, et ainsi de suite. Donc, pour les correctifs, en général, c'est 6 mois, ou le temps de sortie de la version d'après. Donc, pendant cette période-là, on s'engage à faire des versions patch au besoin en fonction des régressions introduites et des bugs de sécurité. Mais ce qu'on sait, c'est que puisqu'il va y avoir des breaking change, forcément, s'adapter tous les 6 mois au breaking change, ça peut être un investissement assez important. Surtout la mise à jour de quelqu'un qui adopte la 8, par exemple, la mise à jour vers la 9, ça peut être coûteux. Donc, on a pensé pour que quelqu'un qui adopte la 8 puisse rester dans la 8 ou la 8.1, normalement une version mineure, ça va être plutôt facile de faire la mise à jour, par exemple, depuis la 8 vers la 8.1, parce qu'il n'y a normalement aucun breaking change, donc ça va marcher assez simplement, sauf s'il y a des modifications dans les corps, dans cette instance des boutiques précises. Mais donc voilà, quelqu'un qui installe la 8.1, puisqu'on va supporter les versions mineures, les dernières versions mineures,
pendant 12 mois suite à la fin des correctifs, donc 18 mois maximum des correctifs, c'est-à-dire que quelqu'un qui installe la 8 à l'instant 0, ils ont 1 an et demi pour se mettre à jour vers la version qui va suivre. Et même si la 9 est sortie, en fait, quelqu'un qui est sur la 8 passe sur la 8.1 et peut rester encore jusqu'à la 9.1 s'il souhaite pour faire la mise à jour. Donc ça, c'est pour donner de la visibilité, de la prévisibilité, faciliter la mise à jour et donc essayer de faire en sorte que les gens se mettent à jour aussi et que l'écosystème nous suive. Donc voilà, merci à vous. Et si vous avez des questions ou si vous voulez les slides, je suis là. J'étais même en avance. Vas-y. Alors, pour le breaking change, c'est difficile d'anticiper. On a des idées sur ce qu'on veut faire. Typiquement, dans la 8, on ne va pas introduire de breaking change justement pour que les thèmes de la 7 puissent marcher. Et on va essayer de faire en sorte de continuer de garder la compatibilité avec ces thèmes-là jusqu'à ce qu'on introduise une nouvelle technologie. Donc, typiquement, c'est jusqu'à ce que, pour être clair, c'est jusqu'à ce qu'on va migrer les front office en Symfony et qu'il soit possible ou il soit plutôt souhaitable de faire le thème en Twig. Donc, tant qu'on n'aura pas fait ça, je ne m'attendrai pas à des breaking change ou des gros breaking change qui forcent à refaire le thème. Alors pour les hooks, le process en fait des breaking change qu'on va essayer de suivre, c'est similaire à ce qu'il fait Symfony. Donc à chaque fois, et c'est quelque chose qu'on fait déjà actuellement, c'est que quand on sait qu'on va introduire un breaking change, en général ce qu'on fait, c'est qu'on introduit le nouveau système qui remplace l'ancien, on garde l'ancien, on met un message de dépréciation pour que quelqu'un qui continue d'utiliser va avoir des messages d'erreurs qui sont cachés, qu'on les voit qu'en dev, pour être notifié que ça va sauter. Et donc, ça leur donne du temps pour se mettre à jour, tout en ayant une compatibilité avec les deux systèmes qui fonctionnent en même temps pendant une certaine période. En général, c'est d'une majeure à l'autre. C'est une excellente question. On en est aujourd'hui à environ 60%, si je ne me trompe pas, migrés. Il reste encore pas mal de travail à faire. Notamment dans les back-office, il y a des briques techniques qui vont au-delà des pages. Alors, par rapport à ça, j'aurais aimé pouvoir faire un talk un peu plus long. Et il nous restait finalement un peu plus de temps. On a Mathieu qui est le chargé de ça. Si tu veux, est-ce que tu veux parler de la migration horizontale ? Bon, je peux répondre rapidement. Grosso modo, un de nos projets pour accélérer dans la migration, c'est qu'aujourd'hui, on migre les pages à ce qu'on appelle la verticale. C'est-à-dire, on prend le contrôleur, on part du template, que l'on passe en Twig. Les contrôleurs, on les transforme en Symfony. Ensuite, on met la couche CQRS. Et au fond, il y a les object models, donc le code legacy, les services que pour l'instant ne font pas partie du projet d'immigration et qui ne le feront pas avant longtemps. Ça, c'est la migration à la verticale, c'est-à-dire une page entière totalement migrée jusqu'à la couche, système. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va changer de stratégie. Pour apporter plus de cohérence dans les logiciels, on va faire ce qu'on appelle la migration à l'horizontale. C'est-à-dire que pour la plupart des pages, on va migrer la couche contrôleur uniquement, d'abord, de façon à accélérer les passages à tous les contrôleurs, au moins dans le back-office Symfony. Il y aura ceux qui sont déjà migrés et qui vont rester comme ça. Les nouveaux qu'on migre, on va les migrer à l'horizontale en faisant d'abord la couche contrôleur, ensuite la couche Smarty Twig, et ensuite la couche CQRS. De façon à ce qu'au moins, par exemple, la couche contrôleur va arriver plus rapidement, j'espère d'ici la 9.0, complètement migrée Symfony,
dans le back-office. Donc, un seul dispatcher à prendre en compte. Une seule façon de override les contrôleurs. Toujours pareil, Symfony, service, etc. Ensuite, on va migrer toute la partie template twig en utilisant probablement des L-perform qu'on va adapter pour que ça marche avec Twig. Ce qui va être finalement quelque chose d'intéressant pour le développeur de modules, parce qu'aujourd'hui, utiliser Symfony Form, c'est un peu plus compliqué que les L-perform, pour certains en tout cas. Et donc, ils pourront utiliser ça sur des modules Symfony. Et ensuite, on va rajouter la partie Symfony Form et CQRS progressivement, de façon à ce qu'on harmonise tout, mais partout, disons par étape, mais partout pareil. Et à la fin, on fera ça côté front office. Et ça va prendre du temps. Mais l'avantage, c'est que comme on a des échéances déjà prévues, des majeures, on sait qu'à ce moment-là, on peut faire des breaking change qui nous permet d'aller plus vite, plus loin. Et donc, j'espère, je ne sais pas vous dire exactement pour quand, mais c'est que j'aimais beaucoup. Ça va dépendre aussi du volume des travaux qu'on a à notre disposition pour faire ça. Mais que d'ici, on va se dire 2-3 ans, on soit capable d'avoir au moins la couche la plus haute, qui est la plus importante, déjà toute migrée. Puis, il y a la question de l'API front qui est dans notre pipe depuis un moment et qui va débloquer pas mal de choses, notamment pour faire des front office en vue, si vous voulez faire votre propre application front. Si on met une API, c'est beaucoup plus simple. On a les web services, mais ça ne marche pas pour les front office. Donc plein de choses. Oui, on va faire probablement... On va certainement parler en démo en public dans les prochains mois de ça et un article. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok, merci beaucoup. Je vous laisse. Vous pouvez aller manger maintenant. Merci.